On croit parfois être à l'abri, protégé par la routine, les habitudes, l'amour. On se réveille chaque matin, on suit le même trajet, on croise les mêmes regards. Et on se dit que rien ne peut arriver. Mais certaines vérités, elles, avancent masquées. Dans cet épisode de Cruauté en face, je vais t'emmener dans une histoire où tout semblait en place. Une vie posée, un équilibre fragile, un bonheur en apparence intact. Mais derrière les apparences se cachait une menace, silencieuse, patiente, résolue. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple crime passionnel. C'est une descente aux enfers, guidée par la jalousie, la manipulation et une détermination glaciale. Un engrenage déclenché sans retour possible. Je suis Genéza et aujourd'hui, je t'invite à plonger dans une affaire où chaque mot, chaque geste, chaque silence était peut-être déjà une déclaration de guerre. Prépare-toi, car parfois l'ennemi ne frappe pas de loin. Il se tient juste là, à quelques pas. Née le 8 février 1969 dans l'État du Colorado, Heather Lynn était la fille de William Fitzgerald et Linda Hodge. La famille comptait aussi une deuxième fille, Wendy. Heather a grandi dans la ville paisible de Boulder, nichée au pied des montagnes rocheuses, avec une enfance et une adolescence sans histoire. Tous ceux qui la connaissaient n'avaient que des éloges à son sujet. Elle n'était pas seulement belle, mais aussi d'une générosité et d'une gentillesse qui poussaient à croire que l'altruisme coulait dans ses veines. Toujours prête à mettre les besoins des autres avant les siens, elle semblait née pour aider. Après le lycée, elle a pris son envol en s'inscrivant à l'Université du Nord du Colorado, marquant le début d'une nouvelle aventure loin de sa famille. Elle partageait alors un appartement avec d'autres étudiants et affichait de bons résultats, réussissant dans tout ce qu'elle entreprenait, tout en se liant d'amitié avec des personnes qui lui étaient chères. C'est durant cette période qu'elle a croisé Ignacio Garros, lors d'une soirée. Charismatique, avec une personnalité qui illuminait la pièce, Ignacio n'a pas tardé à attirer son attention. Quant à lui, il semblait tout aussi ébloui par la jeune femme. Sa peau claire et ses cheveux sombres lui avaient valu un surnom évocateur, Blanche-Neige. Le coup de foudre a été si intense qu'Ignacio l'a invité à sortir sans perdre une seconde. Nous sommes en 1988 et Heather, tout excitée, n'a pas tardé à annoncer la nouvelle à ses colocataires. Jusqu'à présent, sa vie amoureuse avait été plutôt calme, presque inexistante. Alors, ce premier rendez-vous prenait une saveur particulière. Ignacio s'est révélé encore plus charmant qu'elle ne l'avait imaginé. Prévenant, attentionné, il avait pris l'habitude de la surprendre avec ses fleurs préférées. Après avoir décroché son diplôme, ils se sont dit oui le 27 juillet 1991. Fière, Heather a adopté le nom de son mari, devenant Madame Heather Garros. Cependant, elle a été claire dès le départ. L'infidélité, c'était non négociable. Elle l'avait averti, pas de pardon, elle le quitterait sans hésiter. Le couple fraîchement marié s'est installé à Greeley, où Ignacio est devenu officier de police dans le Colorado. Un boulot pas de tout repos, souvent risqué, mais il le faisait avec conviction et une vraie volonté d'aider les autres. De son côté,
Heather a trouvé un poste de superviseuse dans une coopérative de crédit locale, où collègues et clients l'admiraient pour ses compétences en service. 5 ans plus tard, ils ont décidé d'agrandir la famille et le 20 mai 1997, ils ont accueilli leur unique enfant, une petite fille prénommée Victoria. Heather s'est révélée être une mère et une épouse formidable, pleine d'énergie et de dévouement. Ignacio n'était pas en reste non plus dans son rôle de père. Il s'investissait corps et âme dans cette vie de famille qu'ils avaient construite ensemble. Ce qui paraissait être une existence idyllique, du moins en surface, a pris un tournant tragique cette même année. William, le père de Heather, a succombé brutalement à une crise cardiaque. La perte a été terrible, un choc pour elle, et le destin, comme s'il ne s'en contentait pas, a asséné un coup de plus. Quelques jours à peine après, sa mère Linda a reçu un diagnostic de cancer. Pendant de longues heures, elle s'est consacrée aux soins de sa mère, épaulée par Ignacio, qui, tout en s'occupant de leur petite Victoria, se montrait d'un soutien sans faille. Lorsque Linda a finalement perdu son combat contre la maladie en 2003, Ignacio a été celui qui a porté le chagrin de sa femme, l'aidant à traverser cette épreuve. Pourtant, quelques mois plus tard, un changement subtil mais inquiétant s'est opéré. Ignacio a commencé à accorder une attention particulière à une collègue, Shona Louise. Ah, Shona! Sa vie n'avait rien d'un conte de fées. Née en octobre 1971, elle avait été abandonnée dès le départ. Sa mère biologique, prétendant ne pas pouvoir l'élever, l'avait confiée à sa sœur. La famille avait gardé ce secret bien enfoui jusqu'à ce que Shona décroche son diplôme de fin d'études secondaires en 1990. Ce jour-là, la vérité lui a été dévoilée et elle en a été bouleversée. Janet Rotello, une amie de l'époque, a confié plus tard que ce mensonge, maintenu pendant tant d'années, avait profondément ébranlé Shona. En 1992, elle a commencé à travailler comme opératrice du 911 dans le comté de Weld, au nord de Denver. C'est dans le cadre de ce poste qu'elle a croisé la route d'un shérif du nom de Nelson. Après quelques années de relation, ils se sont mariés en 1996 et ont rapidement agrandi leur famille avec la naissance de 2 enfants, Dylan et Jordania. Shona aimait l'adrénaline de son travail dans les services d'urgence, le salaire confortable qui en découlait, ainsi que les nombreuses amitiés qu'elle y avait nouées. Avec une habileté remarquable, elle jonglait entre ses responsabilités de mère et ses obligations professionnelles sans jamais rien sacrifier. Au début des années 2000, elle s'est liée d'amitié avec Michelle Moore, une femme plus jeune qu'elle. Leur complicité est vite devenue telle que Michelle s'occupait parfois des enfants de Shona. Les 2 amis aimaient sortir prendre un verre avec leurs collègues des services d'urgence et de la police du comté de Weld, profitant de moments de détente entre personnes du même milieu. En 2004, lorsque le comté de Weld a regroupé ses opérations du 911 avec celles de la ville de Greeley, Ignacio et Shona se sont enfin croisés. Ce qui n'était au départ que de simples conversations banales a rapidement pris une tournure plus personnelle. Shona a commencé à se confier sur quelques tensions avec son mari, et Ignacio, de son côté, n'a pas hésité à partager des frustrations à propos de sa propre épouse. Puis, une nuit de juillet de cette même année, leur relation a franchi un cap plus intime. Bien entendu, avec tant de collègues en commun, leur romance est rapidement devenue un secret de polichinelle au sein des services d'urgence et de la police.
Bien que Shona ait assuré à Ignacio qu'elle prenait des contraceptifs, elle est tout de même tombée enceinte de lui. Dès qu'il a eu vent de la nouvelle, il l'a persuadée, sans ménagement, de mettre fin à cette grossesse. Elle a fini par accepter, bien qu'à contre-cœur. Ignacio, quant à lui, n'a jamais évoqué cette aventure avec Heather, et encore moins cette grossesse secrète. Puis, l'année suivante, Nelson, le mari de Shona, a découvert l'infidélité de celle-ci et a immédiatement demandé le divorce. Elle a alors déménagé avec ses 2 enfants dans un autre appartement, partageant désormais son temps libre entre sa meilleure amie Michelle et sa liaison avec Ignacio, qui, de son côté, n'avait toujours pas l'intention de quitter sa femme. Il tenait absolument à garder cette relation secrète, veillant à ce que rien ne s'ébruite. Mais Shona, elle, voyait les choses autrement. Ce n'était pas qu'une simple aventure à ses yeux, loin de là. Son amour et, à bien des égards, son obsession pour Ignacio a atteint des sommets quand elle a décidé de se faire tatouer son nom. Ignacio prétendait vouloir préserver son foyer, mais il ne se pressait pas pour rompre avec Shona. Il se complaisait dans cette double vie, profitant pleinement de son escapade clandestine. Mais il n'a pas tardé à se retrouver dans une impasse. En juillet 2005, alors qu'il insistait pour que leur liaison continue, Shona lui a annoncé une nouvelle inattendue. Elle était de nouveau enceinte de lui. Une fois de plus, Ignacio lui a demandé de ne pas garder l'enfant, mais cette fois, il s'est heurté à une farouche résistance. Shona lui a fermement répondu qu'elle ne céderait plus sur ce sujet. Elle lui a même annoncé son intention de retourner auprès de Nelson, son mari, et de tenter de sauver leur mariage. Nelson, incroyable dans sa tolérance, lui a proposé de reconnaître l'enfant à naître et de l'élever comme le sien. En mars 2006, Shona a donné naissance à un petit garçon qu'elle a prénommé Christian. En décembre de cette même année, elle a décidé de rompre définitivement avec Ignacio, et celui-ci a formellement renoncé à ses droits de paternité lors d'une audience judiciaire. Pendant ce temps, Heather, prise dans son travail et ses responsabilités de mère et d'épouse, entendait des murmures au sujet de ce bébé. Mais lorsqu'elle l'a confronté, il a nié avec aplomb. Quant à Shona, loin de se calmer, son obsession semblait grandir chaque jour. Elle était persuadée que Heather ne méritait pas Ignacio et que, bien sûr, elle était bien meilleure pour lui. Elle s'est même mise à rôder fréquemment près de la résidence des Garros, murmurant sa haine dans sa barbe. Un jour, elle est même allée jusqu'à jeter des clous devant leur allée, dans un geste de pure mesquinerie. Dans ses conversations avec Michelle, elle ne mâchait pas ses mots. Heather, à ses yeux, n'était qu'un obstacle, un simple détail qu'il faudrait éliminer pour obtenir ce qu'elle désirait. En parallèle, Shona a commencé à bombarder Ignacio de mails. Sa réponse, glaciale et tranchante, a été sans appel. Elle devait effacer son nom de son carnet d'adresses et ne le contacter que par le biais de son avocat, exclusivement pour toute question juridique concernant la renonciation de la paternité. Shona, blessée, lui a répondu qu'elle se sentait morte intérieurement à cause de tout ce qui s'était passé, concluant par une déclaration d'amour éternel. Ignacio, réalisant enfin l'ampleur du problème qu'il avait lui-même créé, a commencé à craindre que Shona ne se tourne vers Heather. Pour éviter une confrontation directe, il a pris la difficile décision de tout avouer à sa femme. Heather, en apprenant la vérité, a été anéantie.
elle n'a pas souhaité entendre la moindre excuse. Ses sentiments de trahison étaient trop vifs. Le dimanche précédant Noël, en proie à une profonde angoisse, elle a appelé sa sœur, Wendy, pour lui demander de venir la chercher. Wendy et son mari ont accouru à Greeley sans hésiter et l'ont emmenée chez eux pour lui offrir un répit. Après une nuit de repos et un peu de recul, elle a pris la décision de retourner à Greeley pour confronter Ignacio. Ils ont alors eu une conversation à cœur ouvert, chacun exprimant tout ce qu'il avait sur le cœur. Ensemble, ils ont convenu de tout mettre en œuvre pour sauver leur mariage, à condition qu'ils rompent définitivement avec Shona. Ignacio savait aussi que si Heather demandait le divorce, elle réclamerait non seulement la garde de Victoria, mais aussi la maison. C'est ainsi que, sous les yeux de sa femme, il a appelé Shona et a mis fin à leur relation une fois pour toutes. Mais Shona, furieuse, n'était pas prête à lâcher prise. Elle a alors commencé à envoyer des messages menaçants au couple. D'après les témoignages de ses collègues, Heather n'a pas pris ces menaces au sérieux. Mais pour Shona, il n'y avait plus de retour possible. Sa soif de vengeance était devenue incontrôlable, comme elle l'a confié à Michel. Si elle ne pouvait pas avoir Ignacio, alors Heather non plus. À partir de ce moment, elle s'est mise à discuter ouvertement avec Michel d'un plan d'attaque. C'est même Michel qui lui a soufflé l'idée de se déguiser. Shona s'est alors rappelée d'un costume qu'elle avait porté pour Halloween. La conversation a aussi abordé la question des empreintes digitales, et Michel lui a suggéré de porter des gants. Shona devait également couvrir ses cheveux et ramasser toutes les douilles, histoire de ne laisser aucune trace. Le plan devait absolument donner l'impression que quelqu'un, sans aucun lien avec Heather, était derrière tout ça. Quant au transport, elle savait bien qu'elle ne pouvait pas utiliser sa propre voiture, elle risquait d'être reconnue. Elle a envisagé un instant de demander la voiture d'un cousin, mais s'est ravisée. Elle ne pouvait tout de même pas l'impliquer là-dedans. Elle avait choisi la camionnette de son mari, un véhicule discret, assez banal, pour ne pas attirer l'attention. Consciente de la nécessité de ne pas être reconnue, elle modifiait sa voix, adoptant un ton plus grave et masculin. Pendant ce temps, Ignacio, inquiet face aux emails et SMS incessants, a pris la décision de les conserver comme preuve. Pour se protéger davantage, il a reconfiguré son téléphone afin que chaque appel de Shona apparaisse sous le nom d'emprunt Omar. Heather, quant à elle, a découvert un jour un emballage de chewing-gum dans sa voiture portant une menace de mort. Bien que perturbée, elle n'en a parlé à personne, ressentant néanmoins un profond malaise. Ce qui n'était autrefois qu'une simple liaison prenait désormais des allures de menace bien réelles. Le mardi 23 janvier 2007, Heather a récupéré Victoria à l'école avant de l'emmener à son travail, où Ignacio devait les rejoindre. Père et fille sont ensuite allés déguster une glace, un moment de simplicité et de complicité. Ignacio a ensuite fait quelques courses avant de rentrer avec Victoria. À la maison, il l'a installée pour faire ses devoirs, tandis qu'il préparait des provisions pour une sortie de pêche sur glace prévue cette semaine. Il s'est ensuite mis en cuisine pour préparer le dîner, en attendant le retour de Heather. Pendant ce temps, Shona a envoyé un message codé à Michel, annonçant, comme convenu, qu'elle était enfin prête à en finir avec sa rivale. Puis, dans une mise en scène glaçante, elle a rempli la baignoire, enfilé les vêtements et chaussures de son mari et verrouillé sa chambre. Après avoir confié son fils à sa petite sœur,
elle est montée dans la camionnette de Nelson, prête à exécuter son plan. La nuit était froide et obscure. De son côté, Heather, après un service épuisant, s'est rendue au parking en compagnie de collègues, dont Melinda et Nicole. Ils discutaient de leur journée quand une silhouette masquée, vêtue d'une tunique noire, est sortie de l'obscurité. Ce qui a suivi ressemblait à un cauchemar éveillé. L'agresseur a forcé Heather à s'agenouiller, l'a accusée d'avoir ruiné sa vie, puis lui a tiré 2 balles avant de disparaître en courant. Melinda, figée à seulement 1 mètre, n'a pu qu'assister, impuissante, à cette scène d'horreur. Dans un bar voisin, Julie Villa a aperçu la silhouette s'éloigner en courant, tandis que Nick Walker, le barman, a vu la figure masquée monter dans une camionnette sombre. Encore sous le choc, Nicole s'est précipitée vers la voiture de Brad Mitchell, le suppliant, sans reprendre son souffle, d'appeler le 911. C'est à cet instant que Nicole a compris l'ampleur de la tragédie. Heather était étendue au sol. Elle a elle-même appelé les services d'urgence. Peu de temps après, Michel et son collègue ambulancier en formation sont arrivés sur les lieux. En voyant le corps inerte de la victime, ils ont immédiatement compris que toute tentative de secours serait vaine. La police, alertée, est rapidement intervenue. Le premier officier à arriver, Matthew Jones, a découvert une scène macabre et, face à l'horreur de la situation, a demandé des renforts. En attendant l'arrivée de l'équipe médico-légale, il s'est entretenu avec Melinda, qui avait assisté de près à l'attaque. Sans détour, elle a désigné Shona comme responsable. Pendant ce temps, les témoins du bar, attirés par l'agitation, se sont approchés du lieu du drame. Ils ont décrit l'assaillante comme une femme encapuchonnée, au volant d'un camion Ford vert avec des plaques bleues. Julie, en particulier, a précisé que des mèches de cheveux dépassaient du masque. Rapidement, le centre de dispatch du comté de Weld a émis un avis de recherche contre Shona. Nelson, en réunion dans la salle de l'escouade de police, a appris avec stupeur que sa propre femme était suspectée d'un crime. Paniqué pour la sécurité de ses enfants, il s'est précipité avec un collègue vers le domicile familial. En approchant, il a repéré Shona au volant de sa camionnette. Il est sorti de la voiture de son collègue, l'a intercepté et, les yeux emplis de colère et de peur, lui a crié de sortir du véhicule. Débordant d'angoisse, il l'a pressé de lui dire ce qu'elle avait fait et où se trouvaient leurs enfants. Inquiet que son collègue puisse frapper sa femme, Huxley s'est interposé et a stoppé Nelson. Shona est descendue de la voiture, perdant ses chaussures qui ont atterri un peu plus loin dans la neige. Selon l'enquête, c'est à ce moment que Nelson a remarqué l'arme sur le siège passager. Dans un geste rapide, il l'a prise et l'a cachée avant de repartir avec son collègue pour chercher ses enfants. Pendant ce temps, le corps de Heather a été transporté à l'hôpital et ses collègues ont contacté Sarah Stellett, une autre employée de la coopérative. C'est elle qui a appelé Ignacio pour lui annoncer la tragique nouvelle. Comme il était occupé avec les préparatifs du dîner, c'est Victoria qui a décroché. À l'autre bout du fil, elle a demandé à la fillette de passer le téléphone à son père. Quand il a enfin décroché, il a saisi quelques mots glaçants. Une arme à feu, Heather, des mots trop sinistres pour être liés. Tentant de garder son calme, il a pris sa fille et s'est précipité vers le lieu de travail de sa femme. Pendant ce temps, 2 détectives,
informé de la situation, s'était lancé à la recherche de la suspecte. Sur la route, ils ont repéré Shona, immobilisée en plein milieu de la rue. Elle portait un pull tombant jusqu'au mollet, un débardeur lavande sans manches, un pantalon de sport noir, et, malgré le froid glacial, elle était en chaussettes, sans chaussures. En la fouillant, Shona, surprise et offensée, s'est exclamée qu'elle ne comprenait pas ce traitement de la part de personnes qui la connaissaient déjà. Les policiers, impassibles, ont ignoré ses protestations et l'ont emmenée au poste. Ignacio, de son côté, est arrivé à la coopérative, où on lui a dit de se rendre immédiatement à l'hôpital. Une fois sur place, il a tenté d'entrer au service de traumatologie, mais quelqu'un l'a arrêté pour lui annoncer d'une voix grave que sa femme était décédée. Submergé par les larmes, il est retourné à la voiture et, d'une voix brisée, a révélé à sa fille la terrible vérité. Au poste de police, l'interrogatoire de Shona a débuté sous le signe de la stupéfaction, du moins en apparence. Elle connaissait les enquêteurs et affichait une mine consternée, prétendant ne rien comprendre à la situation. Quant à sa tenue étrange, elle a expliqué qu'elle avait simplement pris la camionnette de son mari pour acheter une bouteille à la cave. Puis, comme pour ajouter au théâtre, elle s'est mise à pleurer. Sur la scène de crime, l'enquête progressait. En plus des douilles, les agents ont découvert 3 marques de pneus fraîches. Pendant ce temps, le docteur John Carver pratiquait l'autopsie de Heather au centre médical Mackey, à Loveland. Il a relevé 2 blessures par balle, une superficielle dans le dos et une fatale à la tempe gauche, causant sa mort. L'analyse balistique et les indices retrouvés sur les lieux ont révélé que l'arme utilisée correspondait au modèle de celle appartenant à Nelson. Mais Nelson, étant en service au moment de l'attaque, a rapidement perçu le risque que représentait ce lien. Il s'est donc rendu auprès de ses supérieurs pour remettre l'arme, retrouvée sur le siège passager de sa camionnette. Il a alors été accusé d'avoir tenté de se débarrasser de l'arme du crime. Une fouille minutieuse de sa camionnette a suivi, menant à plusieurs découvertes. Un gant jaune en plastique, le téléphone de Shona, ainsi que des résidus de poudre sur les sièges et le volant. Bien sûr, étant donné le métier de Nelson, ces résidus n'avaient rien d'étonnant. En revanche, la découverte qui a frappé les enquêteurs a été celle d'un masque noir à capuche. L'analyse a révélé un détail accablant. L'ADN de Shona y était bien présent. Le lendemain, à environ 200 mètres de l'endroit où Shona avait été arrêtée, Steve Perkins, officier du département de police de Greeley, a repéré des chaussures abandonnées dans un banc de neige. Il les a conservées jusqu'à l'arrivée des enquêteurs qui ont pris des photos pour consigner l'évidence. Parallèlement, William Botsiak, expert en criminalistique, a confirmé que les marques de pneus sur la scène du crime correspondaient à celles de la camionnette que Shona conduisait. Face à cette accumulation de preuves, elle a été inculpée de meurtre au 1er degré et placée en détention. Les autorités ont ensuite interrogé les amis et collègues de Shona, dont Michel, qui a juré ignorer tout de l'affaire et assuré que Shona n'éprouvait aucune animosité envers Heather. Les enquêteurs, cependant, ont douté de sa sincérité. Au fil des mois, Shona a tenté de détourner l'attention en accusant d'autres personnes, d'abord Ignacio, puis même Nelson. Ces manœuvres ont échoué et les charges contre Nelson ont rapidement été abandonnées. En novembre 2007, à la veille du procès, la police a arrêté Michel, l'inculpant de conspiration
en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre au premier degré. Cet événement a repoussé le début du procès, mais ce délai a joué en faveur de Michelle, qui a fini par comprendre que négocier avec le ministère public était sa meilleure option. Elle a accepté de coopérer, s'engageant à tout révéler et à témoigner contre Shona. En échange, l'accusation de complicité dans le crime a remplacé les charges plus graves. Elle a plaidé coupable et a été soumise à un procès abrégé. En raison de la médiatisation de l'affaire et du risque que des jurés connaissent les témoins, il a été décidé de déplacer le procès dans le comté voisin de Reimer. Bien que certains aient soulevé un potentiel conflit d'intérêts au sein de la police de Greeley, les procureurs ont insisté sur le professionnalisme des enquêteurs dans la conduite de l'affaire. Enfin, le 21 février 2008, Shona a comparu devant la justice. Dès les déclarations d'ouverture du procureur Gregory Lemons, l'atmosphère dans la salle était pesante. Nicole, appelée à témoigner, s'est effondrée en écoutant l'enregistrement de son appel frénétique au 911. Puis Melinda, submergée par l'émotion, a fondu en larmes en se remémorant les derniers instants où Heather, agenouillée, lui avait lancé un dernier regard. Le lendemain, Ignacio et sa fille ont témoigné, suivis de Nelson et de Michelle. Lorsque Shona a enfin pris la parole pour sa propre défense, elle a lancé une véritable bombe, stupéfiant le jury et la presse, en affirmant que Michelle et elle étaient amantes et que le témoignage de Michelle n'était qu'un acte de vengeance après une rupture. Michelle, cependant, a nié catégoriquement, affirmant que leur relation n'avait toujours été que de l'amitié. Les procureurs, quant à eux, ont soutenu que Shona était la seule avec un motif pour éliminer Heather. Dans leur plaidoirie finale, ils ont exhorté le jury à rendre justice, soulignant que tous les indices convergeaient vers une seule personne, Shona. Le 3 mars 2008, après une journée de délibération, le verdict est tombé. Le jury a déclaré Shona coupable du meurtre de Heather. Elle est restée impassible, même lorsque la sentence maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle a été prononcée immédiatement après. Les proches de Heather, bien qu'en paix avec le verdict, ont choisi de ne pas faire de déclaration publique. Ignacio, lui, a quitté la salle d'audience en silence. Un ami de Shona, en revanche, a partagé ses sentiments avec un média local, affirmant qu'à ses yeux, Ignacio était tout aussi coupable. Franchement, je suis d'accord. Bien sûr qu'Ignacio porte une part de responsabilité. S'il avait su garder son pantalon fermé, rien de tout ça ne serait arrivé. Lors du procès abrégé de Michelle, le mois suivant, le procureur Cliff Redell a souligné que cette tragédie aurait pu être évitée à plusieurs reprises, mais que Michelle, en soutenant Shona, lui avait fourni les moyens d'éliminer Heather. Les parents de Michelle étaient présents et ont dressé le portrait d'une jeune femme amicale, ouverte et généreuse, espérant humaniser leur fille aux yeux du juge. En somme, Michelle, âgée de 27 ans à l'époque, était décrite comme une personne naïve, tombée sous l'influence manipulatrice de Shona. Elle a finalement été condamnée à 9 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Le juge James Hartman, du district du comté de Weld, lui a rappelé qu'elle pouvait s'estimer chanceuse de ne pas passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Nelson, de son côté, a divorcé de Shona et s'est consacré à l'éducation de leurs 3 enfants, s'installant dans un autre État pour les éloigner de ce passé. Ignacio a démissionné de la police de Greeley
et a déménagé en Floride avec Victoria. Peu après, Shona a fait des déclarations à la presse, affirmant que de grands efforts avaient été faits pour l'incriminer et rejetant la responsabilité du verdict sur son avocat commis d'office. Cependant, son appel a été rejeté par le tribunal du district de Weld. En 2013, cherchant un programme scolaire plus diversifié pour sa dernière année de lycée, Victoria a déménagé au Michigan chez des amis de la famille. Dotée d'un caractère doux mais bien affirmé, elle se passionnait pour la technologie, l'art et la mode et adorait la pêche et les jeux vidéo. Après des années de bouleversement, elle semblait enfin retrouver un semblant de normalité, prête à construire une vie plus sereine. À l'été 2014, elle avait trouvé un emploi qui la comblait et, quelques mois plus tard, elle était déjà reconnue comme une employée exemplaire. Son projet était simple et ambitieux, terminer ses études, puis retourner en Floride pour rejoindre son père et poursuivre une formation en informatique. Mais le 13 mars 2015, à seulement 17 ans, elle est décédée de façon tragique et inattendue. Alors qu'elle conduisait avec une amie à ses côtés, elle a apparemment perdu le contrôle de son véhicule à cause d'un problème de pneus, finissant sa course contre un arbre. L'impact sur le côté conducteur a été fatal pour Victoria, tandis que son amie s'en est sortie presque indemne. Quant à Shona, obsédée au point de commettre le crime le plus atroce et d'entraîner tant de vies dans sa chute, elle demeure incarcérée. Les archives du département correctionnel du Colorado révèlent qu'elle purge toujours sa peine au centre correctionnel pour femmes de Denver, laissant derrière elle un sillage de destruction. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.